bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse, nouvel épisode du CQFR. Shai, l'équipe de France, il y a eu du basket hier soir, l'équipe de France jouait contre la Turquie, l'équipe de France a écrasé la Turquie. Belle entrée en matière pour les hommes de Vincent Collet. Je vais être très honnête, moi j'ai pas vu le match du tout, du tout. Mais j'ai vu quelques images quand même et j'ai un pote qui m'a comment dire, fait une forme de résumé tout au long du match. Mais bon, on peut être satisfait de la prestation des Bleus tout en pensant que la Turquie était peut-être un adversaire assez faible. Et bon, mais ça reste une très belle entrée en matière pour l'équipe de France. Il y a quelques années, la Turquie, c'était une nation un peu référence au niveau basket. Là, quand tu regardes le nom des joueurs, à moins d'être vraiment très très accro au basket européen, au championnat turc, je crois, il y a plus les têtes d'affiche comme avant. Donc oui, c'était pas un match contre un adversaire très fort d'entrée, mais c'était le premier match de la préparation. Et ouais, tu l'as dit, victoire facile, 94-54, donc victoire très très large. 96-46, pardon, j'avais donné. La Ouais, 96-46. je vois que j'étais sur 96-46, donc plus 50. Alors, comme pour chaque match de préparation, on peut toujours tirer 2-3 enseignements qui voudront peut-être rien dire en définitive, parce que c'est pas le groupe final. Le 5 qu'il a lancé d'entrée, ça veut pas dire que c'est celui qu'on retrouvera pendant les Jeux Olympiques, évidemment, parce que là, on avait donc l'attraction principale quand même, parce que c'était ce qu'on voulait voir, c'était Rudy Gobert et Victor Wembanyama ensemble dans la raquette. Ils ont commencé tous les deux. Ça a très bien fonctionné, on va y revenir. Il y avait Mathieu Strazel, Isaiah Cordigné et Bilal Koulibaly qui faisait aussi ses débuts. Et puis tout le monde a joué après, donc c'est une mise en route. Le match a été pris très au sérieux. Et voilà, le truc à retenir, c'est d'avoir vu Wembanyama et Gobert ensemble, je pense, avec 2-3 séquences où ils interdisent en même temps l'accès au cercle. Tu te dis, mais à moins d'être un phénomène, tu peux pas accéder au cercle, tu peux pas marquer. Et Victor a aussi été très à l'aise en attaque, où il marque, si je dis pas de bêtises, 24 points en 20 minutes, quelque chose comme ça. C'est ça, sa ligne de stats, c'est 24 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 contre, 10 sur 14 au tir. Et quand il a été sur le terrain, apparemment, les Turcs ont mis 10 points à 1 sur 10 au tir, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, bah J'ai vu écoute, une stat comme ça. on veut bien voir ça pendant les Jeux Olympiques, il n'y a pas de souci. S'il veut annihiler les attaques adverses comme ça, ce sera avec grand plaisir. Mais oui, 20 minutes pour Victor, 10 minutes seulement pour Rudy, mais pareil, dont le temps de jeu augmentera petit à petit. Et tout le monde qui a eu des minutes, hein, avec plus ou moins d'impact ou de réussite. On va dire que les glorieux anciens ont été un peu plus discrets. Evan Fournier n'a pas marqué de panier, Nicolas Batum non plus. Et on a vu Théo Malédon qui était intéressant, qui est bien entré. Nadir Rifi, toujours ce côté un peu funky qui fait plaisir sur le terrain. Les deux mettent 8 points, je crois. Les deux mettent 8 points. Guerchane Yabusele, fidèle à ses performances habituelles en équipe de France, où il est toujours très très tranchant. 14 points, quelques grosses attaques de cercle aussi. Voilà, c'est pas un match sur lequel il faut disserter 3 heures, c'est une première mise en route. Il y aura des samedis, quelque chose d'un peu plus peut-être significatif, même si là non plus il faudra pas tirer de conclusion hâtive, mais l'équipe de France vient chez toi, Antoine. Alors Ouais, chez toi, ils viennent pas à Munich, hein, ils viennent à Cologne, c'est pas non plus la porte à Cologne, côté. ouais. Mais premier match samedi contre l'Allemagne à Cologne, et revanche ou match retour le mardi ou mercredi, ça y est, j'aurais Ouais, dû noter l'information. lundi, 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 voilà, aucun des deux. lundi à Montpellier. Lundi à Montpellier, voilà. Donc là, c'est un adversaire d'un autre calibre, forcément, parce que c'est un des concurrents pour une médaille, vu que l'Allemagne est quand même championne du monde en titre. Voilà. Ouais, tu l'as dit, c'est des phases de test, hein. Il y a tous les joueurs, il y a des plats. Enfin, il faut constituer le groupe France. Donc, de toute façon, il faut voir un peu tout le monde et voir qui va remplir quel rôle. J'ai l'impression que Malédon a l'air d'avoir marqué des points dans ce rôle de joker offensif. Nadir Rifis s'en est bien sorti aussi. Tu m'as dit qu'il a mis 8 points. Mm. Evan Fournier, alors bon, moi, encore une fois, hein, j'ai pas vu les images, mais Evan Fournier avait l'air un peu plus à la peine. On Mm. sent que ça manque de rythme du côté d'Evan Fournier. Après, je pense que Fournier, pour le coup, il n'est pas en course pour le statut de joker. C'est plus ouais, qu'il se remette dans le rythme pour retrouver son statut. Enfin, je pense qu'il sera titulaire rapidement. Là, c'était un 5 test, hein, Mm. j'imagine. Mais voilà, il y a des places à aller chercher, donc c'est important de se montrer. Et effectivement, après, il faut aussi développer au-delà de ça le collectif, les automatismes. Donc, bon, belle entrée en matière. Après, c'est vrai que bon, si la Turquie
C'est plus la grande Turquie, quoi. C'est pas forcément très significatif. Voilà, c'est plus la grande Turquie et c'est même pas la Turquie actuelle avec des talents quand même prometteurs entre Şengün et quelques autres. Donc bon, voilà, c'était un match de mise en route. Alors, on va noter quand même parce qu'il y avait une incertitude à son sujet, mais au moment où la liste avait été établie, on savait pas si Nando De Colo serait suffisamment bien remis pour être dans la liste définitive. Il a quand même joué 10 minutes, donc c'est qu'il est sur la bonne voie et on peut espérer voir Nando qui est quand même un cadre de l'équipe aux Jeux Olympiques et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je te propose qu'on enchaîne avec la NBA, la Free Agency. On peut revenir sur LeBron James qui a signé son contrat. C'est tombé hier après-midi. 104 millions sur 2 ans. LeBron, du coup, on savait qu'il était prêt à faire une petite ristourne sur son salaire si les Lakers pouvaient signer Klay Thompson, Jonas Valanciunas ou James Harden. Aucun des trois ne vient du côté des Lakers. Du coup, LeBron, il prend son max, 104 millions sur 2 ans. Une no trade clause quand même dans le lot. Il devient le deuxième joueur après Bradley Beal dans la ligue à avoir une no trade clause en cours. Et voilà, et une option quand même sur la deuxième année. Donc c'est un 1+1. Ouais, c'est ça, il peut se désengager. Il reprend sa carrière sur un modèle qu'il souhaitait déjà depuis quelques années, où il peut, année après année, prendre la décision de continuer ou pas. Est-ce qu'on considère du coup que DeMar DeRozan ne viendra pas non plus s'il prend ce salaire? DeMar DeRozan ne pourra pas revenir. Voilà, pourra pas venir plutôt. Bon, du coup, du coup, voilà. J'ai pas envie surtout, de... Attends, par contre, vas-y. J'enchaîne sur autre chose. C'est pas que DeMar DeRozan qui ne pourra pas venir si LeBron signe pour 104 millions. Le 104 est important. Il y a une négociation qui va se faire. Ce deal, il place les Lakers 1 million au-dessus du deuxième apron. Donc 1 million. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je parlais des taxes pour les propriétaires, à chaque fois qu'on parlait des aprons, mais il y a beaucoup plus d'implications que ça. J'avais oublié j'ai pas pensé à citer aussi toutes les restrictions en termes de transfert qui peuvent se faire et en termes de signature à partir du moment où on est au-dessus du deuxième apron. C'est presque quasiment comme un hard cap. Donc là, si les Lakers restent au-dessus du deuxième apron, il y a tout un tas de restrictions. Je vous invite à lire. Je sais que notamment Benjamin a fait un article là-dessus sur l'équipe. J'avais vu passer sur Twitter hier, il avait remis son article. Je vous invite à aller sur le Twitter de Benjamin et à aller lire son article du coup. Mais il y aura une négociation et il ne serait pas étonnant que LeBron signe peut-être pour 103 millions et pas 104 pour donner un poil plus de flexibilité aux Lakers. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que je sais que les fans de LeBron n'aiment pas quand on dit qu'il pilote un peu, que c'est un GM de l'ombre et tout ça. Et les 3/4 du temps, quand je dis ça, c'était pas nécessairement négatif, c'était juste pour souligner l'influence et l'importance du joueur. Hein. Mais là, ça va être difficile de nier qu'il tire un peu les ficelles à Los Angeles quand même. Enfin, que lui et son camp tirent les ficelles parce que si on résume rapidement les dernières heures ou les derniers jours, il vient de signer un contrat de 50 millions par an avec une player option, donc il est en contrôle du truc, une no trade clause. Il vient de faire... Enfin, c'est pas lui qui a signé le contrat, mais... Son fils a signé 8 millions pour 2 ans. Voilà, pour 4 ans. Pour 4 ans. Voilà, donc il a assuré... 55e choix. Il a assuré l'avenir du fiston. On sait que donc Rich Paul, il s'occupe des intérêts d'autres joueurs des Lakers. Donc la patte du clan LeBron est quand même très très importante à Los Angeles, que ce soit bien ou pas, j'en sais rien. Sa venue leur a permis de regagner un titre, donc c'est positif en définitive. Mais là, sur cette saison en particulier, l'empreinte, l'emprise, je cherche le bon terme parce que je veux pas que ce soit vu forcément négativement, mais là, il contrôle la destinée de l'équipe. Après, il avait visiblement quand même offert un peu de souplesse en disant si vous faites venir tel ou tel joueur, je veux bien prendre la ristourne. Le fait est que tous les joueurs en question ont choisi d'aller ailleurs. Valanciunas a préféré... je sais pas si le choix s'est présenté comme ça à lui, si ça a fait... est-ce que tu signes aux Wizards ou aux Lakers? Mais Valanciunas a signé aux Wizards. Harden a assez logiquement prolongé à Philadelphie. Et c'était qui le dernier? C'était Klay Thompson. Pour lequel il y avait plein de raisons de ne pas signer aux Lakers, visiblement, en termes de style de jeu, d'avantages financiers et tout. Donc là-dessus, l'intersaison des Lakers, elle est... On l'étudiera quand elle sera terminée parce qu'il y a toujours des moves qui continuent d'arriver dans les deux sens. Taurean Prince reste pas, il va très probablement à Milwaukee. Pour l'instant, je sais pas trop quoi penser, à part que là, ils peuvent plus dire que LeBron n'a pas une influence importante. Il peut plus dire non, moi je fais rien, vous savez, j'observe. Il est quand même très très puissant.
Ouais, et moi, ce que je vais ajouter, au-delà d'aller évidemment, enfin, dans ton sens, ce que je vais ajouter, c'est que j'espère que LeBron, en cours de saison, il va pas montrer de la frustration. Enfin, il y en aura forcément, il a le droit d'en avoir, peut-être même en montrer un peu, mais si jamais son équipe est pas assez compétitive à son goût. Hmm. Parce que là, peut-être avec cette série de moves, oui, tu montres que la couleur de cette saison, c'est OK, je prends le max de thunes jusqu'à la fin et il a le droit. Moi, je comprends, tu vois, Oui, c'est pas le c'est premier, compréhensible. c'est pas le premier à avoir fait ça, hein. C'est pas le premier ni le dernier, et puis c'est tout à fait compréhensible. Tu vois, qui je suis pour juger? À sa place, je ferais sans doute la même chose, mais là, tu peux pas dire, tu es quand même une superstar de 39 ans, tu vas sur tes 40 ans, tu plus l'un des 5 meilleurs joueurs de la ligue. Je suis désolé, hein, les LeBron sexuels, faut être honnête. LeBron est absolument immense pour son âge, mais c'est plus l'un des 5 meilleurs joueurs de la ligue. C'est même sans doute pas l'un des 8 meilleurs joueurs de la ligue. Il y en a même qui diront jusqu'à dire que c'est pas un des 10 meilleurs joueurs. Là, je n'irai pas m'aventurer jusque-là, ça reste à prouver, mais c'est pas un des 5 ni 8, à mon avis, meilleurs joueurs de la ligue. Et tu prends 104 millions, tu fais passer ton équipe au-dessus du deuxième apron si jamais tu ne lâches même pas ce million. Tu as fait venir ton fils qui prend un spot garanti dans l'effectif. C'est extrêmement rare pour un 55e choix de draft. Bon, Mais enfin, si ça se passe tu comme vises pas le ça, titre quand tu fais ça, quoi. non, mais si ça se passe comme ça, je pense que l'excuse est quand même tout. Enfin, je sais comment ils réagiront. Je sais que Rich Paul ira sur un plateau à la fin de l'aventure pour dire, bah, on leur a proposé de la flexibilité. Les Lakers se sont pas activés, donc c'est Pelinka qui sera désigné responsable, je pense. Et ils diront, et c'est peut-être le cas, qu'ils ont laissé du temps aux Lakers pour manœuvrer et recruter des joueurs qui l'ont pas fait, donc ils ont pris le max et le max du max et Ce qui l'influence s'entend max. aussi, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais voilà. Ce qui s'entend aussi, tu vois. Mais effectivement, s'il y a de la frustration, ce sera difficile, ce sera difficilement audible. L'équipe reste très correcte, hein, je veux dire, sur le papier, c'est correct. C'est juste que oui, s'il y a pas, vu qu'il n'y a pas les recrues annoncées, ou en tout cas les cibles n'ont pas été, ils n'ont pas réussi à recruter leurs cibles, Clay, Valanciunas et tout, bah, ça fait un effectif pour l'instant un peu léger. Ouais. Ouais, ils ont une équipe intéressante, je trouve. Je pense Mhm. que ça va être intéressant, certaines choses avec Gigi Reddick. C'est une bonne équipe, mais voilà, ça s'arrête là. C'est une bonne équipe. Mhm. Comme dit Théo souvent, je pense que c'est un bon résumé, c'est que les Lakers sont une bonne équipe. Ils auraient pu avoir une très bonne équipe selon certaines signatures. Ça, c'est pas fait. Voilà, de toute façon, j'ai l'impression que voilà, je pense que dans la tête de tout le monde, le titre, c'est plus l'objectif, mais quelque part, si ça reste comme ça, si vraiment tout le monde comprend que le titre, c'est plus l'objectif, je trouve que tu peux faire quand même une belle saison et il y aura des choses intéressantes à voir, quoi. C'est toujours Mais c'est vrai que c'est toujours la question de toute façon. C'est est-ce que les acteurs eux-mêmes savent que ça va être compliqué. Je pense pas que tu puisses dire à ouais, LeBron non, t'as aucune chance de gagner un titre. Tu pars, enfin, le mec sait que c'est un mais meilleur joueur de Gigi tous les Reddick, temps. Ouais. pardon, excuse-moi, j'arrête pas. Non, t'inquiète. Non, mais Pardon, mais vas-y, vas-y, ouais, vas-y. non, mais du coup, c'est ce que t'allais dire. C'est-à-dire que oui, Reddick aussi annonce la couleur, mais parce que t'es aux Lakers, tu peux pas arriver et dire bon bah si on finit 9ème, c'est bien, on aura réussi la mission. Ils sont obligés d'avoir un minimum d'ambition à tous les niveaux. LeBron est obligé d'être un minimum performant avec ce contrat. Anthony Davis est obligé d'être à nouveau fiable. Reddick aura pas le droit d'être un coach rookie normal qui fait des erreurs parce qu'il y a les résultats qui sont attendus. Alors, il renforce son staff aussi. C'est une autre mini info du jour, c'est que Scott Brooks et Nate McMillan, qui d'ailleurs c'est assez amusant, se sont bastonnés il y a une trentaine d'années sur un match de playoff, vont être assistants en même temps de JJ Redick, donc deux anciens head coach de la ligue assez référencés qui vont venir l'épauler. Mais personne n'a le droit à l'erreur entre guillemets, et même Bronny, c'est ça qui est terrible avec le contrat qu'il a signé, c'est que quand tu regardes tous les 55e pics des dernières années, c'est des joueurs qui n'ont jamais eu ce salaire-là, verrouillé 4 ans. Il a pas le droit d'être mauvais en fait, il peut juste être correct à la limite, mais il a pas le droit d'être mauvais, et c'est une pression assez dingue sur lui, je trouve. Ouais. Tu sais, en plus, c'est les 55e choix de ces dernières années. Clairement, ils n'avaient pas fait la saison universitaire de Bronny James, tu vois. Ouais. Il sort d'une saison universitaire complètement anecdotique à 4 points par match. Enfin bref. Du coup, là, c'est ouvertement. Mais bon, pareil, je suis LeBron. Est-ce que je profite Je vais être honnête. Je suis LeBron. J'ai l'influence pour mettre mon fils là. Bah, je le fais en fait. Tu vois, prenons ça comme n'importe quel job. Bah, tu vois, enfin, je sais pas.
J'arrive à capter. C'est juste qu'à l'échelle de la NBA, ça, on n'est pas habitué, tu vois, à avoir. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il soit correct, qu'il soit au moins correct, parce que utiliser ton influence pour placer quelqu'un dans un staff ou quoi, bah ça s'est fait souvent. Après, faut qu'il y ait un minimum de compétences, sinon ça se voit, quoi. Pour Bronny, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas un mec qui a jamais joué au basket, ou que c'est un garçon qui a un talent pour le basket quand même. Il est pas mauvais. Après, pour la NBA et pour un contrat comme ça, et dans une équipe qui a des ambitions comme ça, s'il avait rejoint une équipe dont on attend strictement rien cette année, Détroit, Washington, on se serait dit bon bah ça peut passer, tu peux le faire jouer 25 minutes par match, il va galérer un peu, mais au pire ça fait des défaites. C'est juste que là, c'est ce qui me gêne un peu dans le move. Évidemment, je dis comme toi que dans une situation de pouvoir, je sais pas comment je réagirais si je peux placer quelqu'un, alors mon fils, mais là, je veux dire, les spotlights sont tellement Ouais. intenses, tu vois. C'est pas genre juste, je vais le recommander auprès de, en Europe par exemple. Il a des potes qui jouent encore en Europe ou qui ont de l'influence en Europe. Là, c'est en NBA, dans mon équipe, dans une des équipes, dans l'équipe la plus médiatisée de toute la ligue. Ça va être fascinant, et en même temps je suis à la fois inquiet pour lui, et j'espère que ça va bien se passer, parce que c'est beaucoup de pression pour lui en tant qu'individu. Je le plains pas, c'est le fils de LeBron, sa vie elle est assurée là, juste avec ce contrat là. Je veux dire, il va gagner plus que nous tous sur toute notre vie, mais ouais, juste déjà sportivement et individuellement, ça m'intéresse de voir comment ça va se goupiller. C'est marrant, c'est presque un. Alors, eux, tu peux évidemment le voir comme un signe de confiance en mode, bah, tiens, t'inquiète, t'as ton contrat garanti parce qu'on sait que tu vas, comment dire, que tu vas percer, etc. Mais c'est presque un aveu aussi de, quelque part, bah, il n'a pas le niveau, parce que s'il avait le niveau, tu peux le laisser faire ses preuves. Mm. Là, tu veux le verrouiller absolument. Ça sera intéressant de voir quelle est la suite de la carrière de Bronny quand LeBron n'est plus en NBA, en fait. Mm. Pas- On verra, hein, est-ce qu'il aura même des opportunités d'ici là de se montrer suffisamment pour prouver qu'il a éventuellement progressé? Ce sera un beau pied, et s'il arrive à faire Ça fait beaucoup de pression sur ouais. Bronny quand même. S'il arrive à faire carrière en NBA en plus, sans l'influence de son père, respect, quoi. Ouais. Bon, à suivre évidemment, hein, dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a des signatures qui t'ont marqué un peu? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de signatures. Les Timberwolves ont. Enfin, pas mal. Il y en a eu Il y en a quelques-unes, une, mais c'est à la évidemment. marge. Il y en a une, C'est celle de évidemment. Joe Ingles. Mais oui, Joe Ingles. mon gars Joe Ingles qui quitte Orlando Minnesota. pour retrouver Rudy Gobert qu'il avait adoré à Utah. Et alors, bon, Joe Ingles n'a plus la santé d'il y a quelques années, mais ça reste un élément intéressant. Ils viennent de perdre Kyle Anderson qui jouait beaucoup plus sur le cerveau que sur la vitesse. Bah, Ingles, ça va être un peu ça aussi. Ça va être un peu ça aussi à 36 ans. Il a 36 ans, Ingles. Enfin, Joe Ingles, c'est la version lente de Kyle Anderson. C'est pour dire. Mais moi, je l'adore. Je pense que c'est une présence positive dans tous les cas. Oui, oui. Il y a pas tant de coéquipiers que ça de Rudy en NBA qui ont autant clamé leur amour pour lui et leur admiration. Ingles a toujours été incroyablement. Enfin, il a toujours été dithyrambique avec lui. Il y a des phrases où il disait que ouais, on dit qu'on est une bonne équipe défensive, mais moi, j'aurais même pas de job si Rudy était pas là pour cacher, pour être l'arbre qui cache la forêt. En gros, si on nous dit qu'on défend bien, c'est parce qu'il y a Rudy, c'est tout. Et il aimait pas les critiques qu'il y avait à son encontre, et ça a été un des coéquipiers les plus vocaux pour le défendre, ou même juste pour l'encenser quand il y avait besoin de l'encenser. Et je pense qu'ils sont assez contents de se retrouver, et c'est bien qu'il ait aussi ce jour-là. Bon, ouais, voilà, c'est un joueur que j'adore, c'est pas un secret. Un roublard comme on n'en fait plus, et ça fera du bien dans la rotation. Je pense qu'il a encore quelques bonnes minutes à donner. Au Magic, parfois visuellement c'était un peu bizarre, voilà, la vitesse d'exécution laissait un peu à désirer, mais par contre il y a toujours le cerveau, il y a toujours le vice, et peut-être aussi toujours un peu l'adresse qu'il faudra si besoin. Oui, d'ailleurs, les Timberwolves ont aussi fait venir PJ Dozier qui jouait En Europe. en Europe, tout à fait. En Europe, au Partizan Belgrade, pour le coup. Donc voilà, ça fait deux recrues pour Minnesota. Tu avais parlé de Torian Prince déjà, qui va à Milwaukee. On sait que Miami s'est aussi activé avec Alec Burks et Thomas Bryant qui replonge. Il y a Damian Lee qui prolonge aux Suns. J'ai fait le tour, hein, je crois. C'est à peu près tout. De tête, c'est à peu près tout ce qu'il y a eu comme move. Ouais. Hier, il y avait eu Monte Morris qui allait aux Suns aussi. Je ne sais plus si on en avait parlé dans le CQFR. Ouais, rapidement, ouais. Xavier Tillman qui reste à Boston. Bon, voilà. Rien d'extraordinaire. Il y a juste eu les petites précisions sur Clay petit à petit, mais bon, ça c'est. Oui. Où en gros, on apprend quand même que
Il y avait effectivement des tensions depuis quelques années, qu'il y a 2 ans, quand Jordan Poole et qui d'autre avait prolongé, que je dis pas de bêtises, et Andrew Wiggins avait prolongé, Andrew Wiggins. Clay avait mal vécu le fait qu'on lui propose pas d'offre. C'était un peu latent entre lui et la direction, il y avait cette petite incompréhension. Après, je pense que ça s'est étendu avec Steve Kerr par endroits. Et on en apprend un peu plus sur son choix de Dallas et sur le fait qu'il n'a pas choisi les Lakers parce que en termes de style de jeu, il disait que, enfin, ou d'environnement, il disait que ça lui rappellerait peut-être trop les Warriors. Alors, je sais pas exactement en quel terme il pense à ça, mais Ouais. ça, plus évidemment les avantages financiers, mais ça, on en avait parlé hier, c'était déjà le cas avec la fiscalisation. Voilà ce qu'on sait un peu plus, on en sait un peu plus sur Klay Thompson à ce niveau-là. Yes. Bon, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Ouais. On se reverra demain, évidemment, pour un CQFR. Cet après-midi, le replay de la Let's Session Mhm. sera disponible sur la chaîne Basket Session. Bah, écoutez, d'ici là, bonne journée à tous, comme d'habitude. Ciao, ciao. Ciao, à demain.